Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. A-t-on encore les traces de femmes savantes, de femmes scientifiques dans l'histoire antique? Oui, et parmi elles brille Hypatie. Mathématicienne, philosophe et astronome du IVe siècle de notre ère, Hypatie est une personnalité riche et complexe. C'était une femme grecque en Égypte, dans l'Empire romain. C'était une femme savante dans un monde d'hommes, une femme célibataire dans une société traditionnelle et une femme païenne dans une chrétienté émergente. En bref, ce CV nous suggère déjà une femme indépendante et de conviction. Rendue populaire par le film Agora du réalisateur Amenabar en 2009, où elle est jouée par l'actrice Rachel Weisz, Hypatie détonne avec ce qu'on s'imagine aujourd'hui des femmes antiques. Pourtant, l'Antiquité a compté d'autres femmes savantes, et c'est d'ailleurs l'un des thèmes centraux de cet épisode. Comment peut-on expliquer que, dans l'Alexandrie du IVe siècle, c'était une femme qui enseignait à de futurs magistrats comme à de futurs évêques l'astronomie et les mathématiques? Pour en discuter, j'ai invité Alexandra Michalewski. Alexandra est directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du centre Léon Robin à Sorbonne Université. Historienne de la philosophie, spécialisée dans l'étude du platonisme de l'Antiquité tardive, Alexandra a publié un premier ouvrage consacré au philosophe Plotin, suivi en 2024 de Le Dieu, le mouvement, la matière, une étude sur la question du commencement du monde dans l'Antiquité. Alexandra mène notamment des recherches sur le rôle et la place des femmes philosophes dans l'histoire du platonisme. Elle est ainsi membre du projet Les 40 Sœurs d'Hypatie, qui vise à faire inscrire les noms de 40 femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Ensemble, nous avons donc parlé d'Hypatie. Nous avons parlé d'astronomie, de philosophie, de Platon, de la grande bibliothèque d'Alexandrie, de rouleaux de parchemin, d'une femme de science et de conviction dans l'Empire romain. Mais nous avons également parlé du dieu Sérapis, de la déesse Isis, de moines du désert et du philosophe Voltaire, de poésie décadente, d'art féministe, du film Agora et des peintures de Raphaël au Vatican. Surtout, nous avons parlé de femmes et de science et de religion et de liberté de pensée, d'éducation, de tolérance, et d'une femme savante, tantôt érigée en vierge martyre, tantôt accusée de sorcellerie, tantôt symbole d'un déclin des civilisations. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Alexandra au sujet d'Hypatie. Bonjour Alexandra. Bonjour Servane. Bienvenue dans La nymphe et la sorcière. Merci à vous. On est aujourd'hui ici pour parler d'Hypatie, Hypatie d'Alexandrie. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'elle, est-ce que vous pourriez peut-être déjà en une phrase nous expliquer qui est Hypatie, de qui est-ce qu'on va parler? Alors Hypatie est une mathématicienne, astronome et philosophe grecque qui a eu une très grande influence, y compris dans le domaine politique, et qui a vécu en Égypte, à Alexandrie, entre la fin du IVe siècle de notre ère et le début du Ve siècle. C'est une figure intellectuelle centrale à la fin de l'Antiquité et qui a laissé une légende, notamment due au fait que les sources la concernant sont très rares et fragmentaires. Et ce qui a contribué aussi à nourrir la légende, c'est que, comme ça a été le cas pour toutes les femmes de l'Antiquité, tous ces écrits ont disparu. Et la plupart des témoignages la concernant sont postérieurs à sa mort et se sont centrés essentiellement sur sa fin tragique. Alors, Hypatie vit dans ce IVe siècle à Alexandrie. À quoi ressemble Alexandrie à l'époque? On est dans l'Empire romain, c'est un centre intellectuel? Tout à fait. Alexandrie est une ville extrêmement importante pour son foisonnement culturel. C'est vraiment une des villes de l'Empire les plus influentes et les plus importantes. Et notamment, Alexandrie renferme le célèbre Mousséion, qui est un haut lieu de la culture, qui est à la fois un lieu d'enseignement, une bibliothèque, un temple, et qui concentre une énorme partie du savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Mousséion est d'autant plus lié à la vie d'Hypatie que l'on suppose, avec un degré assez grand de probabilité, que son père, qui s'appelait Théon, était enseignant au Mousséion et responsable du Mousséion. Ce Mousséion,
Il est lié donc à la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qu'on connaît ? Oui, tout à fait. En fait, il abrite la grande bibliothèque d'Alexandrie et comporte des centaines et des centaines de manuscrits de sciences, de philosophie, de littérature. Donc, parmi les grands monuments de cette Alexandrie intellectuelle, nous avons donc le Museion, Voilà. Et nous avons également un autre monument qui est le Sérapeion. Quel est ce monument et quel est aussi son lien à la bibliothèque ? En fait, le Sérapeion, c'est vraiment un monument extrêmement important de la ville d'Alexandrie, parce que c'est beaucoup plus qu'un temple. C'est, d'après l'historien Ammien Marcellin, qui vivait à l'époque, le plus important monument de l'Empire après le Colisée. C'est-à-dire que le Sérapeion est tout d'abord un temple dédié au dieu Sérapis, donc le dieu égyptien taureau associé à un culte dionysiaque, donc un dieu qui manifeste l'idiosyncrasie du paganisme de l'époque, mais qui surtout, au-delà de la dimension cultuelle, est un centre intellectuel très important. Il faut voir que le Sérapeion était composé non seulement de jardins, mais aussi de très nombreuses salles de cours, qu'il abritait la bibliothèque fille du Museion d'Alexandrie, donc c'est une sorte d'annexe de la grande bibliothèque d'Alexandrie, comportant plus d'une centaine de manuscrits, et qu'il était en fait un lieu d'enseignement des sciences, placé sous le patronage de grandes statues représentant les 7 sages de l'Antiquité grecque, donc les 7 grandes figures fondatrices de l'Antiquité grecque. Et d'ailleurs, dans le film Agora, on voit très très bien, il y a une grande salle centrale avec des statues monumentales représentant les 7 grands sages, et derrière ces statues, on voit des rouleaux et des rouleaux de manuscrits qui s'entassent et qui symbolisent l'ensemble du savoir scientifique grec de l'époque. Et donc Théon, le père d'Hypatie, est lui-même un savant, un philosophe qui dirige donc ce Museion lié à la bibliothèque. Déjà, que veut dire être un érudit à Alexandrie au IVe siècle ? Et puis, quel est le lien avec Hypatie, et notamment est-ce qu'il l'a éduqué ? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Donc, Théon était un grand mathématicien célèbre de l'Antiquité qui a éduqué lui-même sa fille Hypatie. Il est probable, mais nous n'avons pas de source, que Théon avait épousé une femme qui était elle-même une intellectuelle. Donc, l'éducation d'Hypatie a d'abord été une éducation intrafamiliale. Et nous savons qu'Hypatie a reçu directement de son père, d'une part, un savoir mathématique, mais également l'historien Philostorche, donc, qui est contemporain d'Hypatie, note que le savoir qu'elle a reçu de son père s'étendait aux autres formes de philosophie. Alors, la formule peut paraître un peu surprenante, parce qu'on peut avoir du mal à penser que la philosophie telle que nous l'entendons actuellement est une autre forme de philosophie que les mathématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Antiquité tardive, et notamment au sein de la tradition platonicienne, l'étude des mathématiques est une sorte de porte d'entrée permettant l'acquisition de ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie. C'est-à-dire que c'est une école de rigueur scientifique qui permet ensuite d'aborder d'autres problèmes intellectuels. Et il faut bien voir qu'à l'époque, philosophie et mathématiques n'étaient pas 2 disciplines totalement séparées et appartenant à des cursus distincts. Donc l'apprentissage non seulement des mathématiques, mais aussi de l'astronomie et de la musique, qui sont tous des disciplines liées à l'étude du nombre et de la mathématique, formaient un tout dans le cursus éducatif. Donc Hypatie a reçu de son père une éducation mathématique, astronomique, musicale, ainsi que philosophique au sens où nous l'entendons actuellement. Et nous avons même une anecdote du néoplatonicien Damasius, donc qui est un auteur qui a vécu entre la fin du 5e et le début du 6e siècle, qui remarque que Hypatie, je cite, était particulièrement versée dans l'étude de la philosophie et qu'elle dépassait son père. Alors, cette anecdote laisse peut-être à entendre que Hypatie a donné une inflexion plus importante que son père à l'étude de la philosophie telle que nous l'entendons actuellement. Donc Hypatie aurait été formée dans toutes ces disciplines par son père qui était lui-même directeur du Museion. Est-ce qu'on a des sources qui indiqueraient qu'elle ait collaboré avec son père, par exemple à ses travaux, et puis en quoi consistaient ces travaux, en quoi consistaient les travaux d'un philosophe mathématicien astronome à Alexandrie? Je vous remercie. Alors en fait on peut diviser, pour le dire rapidement, son activité dans 3 domaines distincts où on voit bien l'influence de son père.
Alors, nous savons, grâce aux indications fournies par Théon, son père, qu'elle l'a aidé à éditer et à commenter plusieurs textes scientifiques, notamment les éléments d'Euclide. Et nous le savons parce que son père a laissé un texte concernant le 3e livre du commentaire, intitulé « Édition, revue et corrigée par ma fille, la philosophe Hypatie ». Donc nous avons une trace de la main de son père, d'une collaboration pour l'édition et le commentaire des éléments d'Euclide, donc sur un travail mathématique. Nous savons aussi qu'elle a contribué à l'édition de l'Almageste de Ptolémée, qui est un travail donc concernant le commentaire sur les tables de Ptolémée concernant le mouvement des astres, et qu'elle a écrit un canon, donc probablement un commentaire d'astronomie. Nous savons donc par la Souda, qui est une encyclopédie byzantine rédigée entre le 9e et le 10e siècle, qu'Hypatie aurait par elle-même consacré un commentaire sur les œuvres du mathématicien Diophante, qui était donc célèbre pour ses équations algébriques, et qu'elle a également rédigé un commentaire au traité sur les coniques d'Apollonius de Perga, qui était contemporain des disciples d'Euclide. Donc nous avons trace d'une production importante, tant au niveau mathématique qu'astronomique, d'une production écrite d'Hypatie qui est, hélas, aujourd'hui perdue. Oui, alors justement, pour recontextualiser un peu, on a évoqué plusieurs noms de mathématiciens. Donc, quelles sont un peu les références d'Hypatie? Qu'est-ce qu'on apprend? Qui est-ce qu'on considère comme les détenteurs du savoir, en tout cas ceux qui l'ont produit à l'époque? Donc, on a cité Euclide, Ptolémée. Ce sont un peu les grands noms qu'on étudiait à l'époque. Oui, tout à fait, notamment Ptolémée pour ses travaux en astronomie. Et si on regarde par exemple le film Agora d'Amenabar, le cinéaste émet l'hypothèse que la connaissance astronomique d'Hypatie était telle qu'elle aurait envisagé le dépassement du système ptolémaïque du monde. C'est-à-dire en allant jusqu'à remettre en cause le géocentrisme, puisque Ptolémée proposait un modèle où la Terre était au centre de l'univers, immobile, avec le Soleil et les planètes lui tournant autour en un cercle parfait. Donc ça, on n'a pas de preuves, évidemment, mais on sait que les travaux d'Hypatie étaient extrêmement poussés et qu'elle avait une connaissance peut-être la meilleure de son temps des travaux astronomiques de Ptolémée. Ce qui veut dire que quand on parle de production écrite d'Hypatie, en fait, on ne parle pas tant de recherche en innovation comme on pourrait le considérer aujourd'hui, c'est plutôt en fait du commentaire d'auteurs existants, c'est ça? Voilà, alors dans l'Antiquité, il faut bien savoir qu'il y a un défaut fondamental pour les commentateurs, c'est d'introduire du nouveau. On est à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui. La recherche de l'innovation est considérée comme une recherche du vide. Donc, le travail d'un commentateur consiste à élucider la pensée d'un prédécesseur illustre et à essayer de la comprendre mieux et de la faire comprendre. Mais un commentaire ne vise pas premièrement à produire un élément novateur, même si bien sûr les grands commentateurs ont été des producteurs de nouveautés par leur talent, mais le but premier d'un commentaire n'est pas de produire du nouveau dans l'Antiquité. Mais le paradoxe est que, en commentant un texte, on apporte évidemment toujours du nouveau. Oui, et puis il faut bien des personnes qui apportent du nouveau pour qu'ensuite on puisse les commenter. Exactement. Mais donc en tout cas, Hypatie, elle, se limite à ce commentaire des références. Et à une partie d'enseignement. Exactement, donc c'est un peu le deuxième volet de l'activité intellectuelle d'Hypatie. Elle enseigne auprès d'un groupe de disciples. Alors, on dit même parfois qu'elle a sa propre école. Qu'est-ce que ça signifie à l'époque, avoir son école? On ne parle pas forcément d'un bâtiment, on parle plutôt d'un groupe de disciples, c'est ça? Alors, vous posez là l'une des questions les plus débattues dans la recherche actuelle concernant l'enseignement d'Hypatie, parce qu'une des premières questions qui se posent, c'est de savoir si elle tenait un enseignement privé ou public. Les commentateurs se disputent beaucoup sur ce sujet, et notamment sur la question de savoir si elle était titulaire d'une chaire officielle d'enseignement. Toute la difficulté vient de la manière que l'on a d'interpréter un témoignage postérieur. Donc, je vous ai déjà parlé du philosophe Damasius, qui a vécu donc un siècle après Hypatie, et qui, dans un texte intitulé La vie d'Isidore, rapporte ceci à propos d'Hypatie. Bien qu'étant une femme, elle portait le manteau des philosophes. Et même dans ses déplacements en ville, elle enseignait Démotia à qui voulait l'entendre, ou bien Platon,
ou bien Aristote, ou bien n'importe quel autre philosophe. Damasius, vie d'Isidore. Alors toute la difficulté est de comprendre ce que ce terme grec démosia veut dire. Est-ce que cela veut dire qu'elle enseignait en public et dans la rue, c'est-à-dire en se promenant dans les rues? Vous voulez entendre une leçon sur Platon ou sur Aristote ou sur n'importe qui, venez m'écouter. C'est l'interprétation qu'en a tirée par exemple Étienne Évrard, qui soutenait que Hypatie enseignait en public et dans la rue, ce qui en réalité n'est pas très probable. D'autres spécialistes en ont tiré l'hypothèse qu'elle était rémunérée publiquement pour ses cours, donc démotia, on en retrouve la racine démocratie, c'est-à-dire à l'adresse du peuple, voulait dire qu'elle était titulaire d'une chaire publique de philosophie. En réalité, il est beaucoup plus probable, comme l'ont montré un certain nombre de travaux, notamment ceux de Edward Watts, qu'elle tenait une école. Alors, toute la question est de savoir où se tenait cette école. Est-ce qu'elle tenait cette école chez elle ou dans un espace de la cité, par exemple dans un temple ou dans une salle de conférence? Dans le film Agora, le cinéaste a pris le parti pris de la faire enseigner dans le Mousseillon, mais en fait on ne peut pas savoir. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que, comme tous les philosophes de son époque, elle tenait un enseignement à 2 niveaux. Alors ça c'est très important, parce que il faut savoir que les savants de l'Antiquité avaient comme 2 groupes de disciples. Un groupe ouvert vraiment au tout venant, consistant à pratiquer ce qu'on appellerait aujourd'hui de la vulgarisation, ou du moins un enseignement accessible au grand nombre, et un enseignement plus restreint, plus exigeant et peut-être plus scientifique, réservé à un certain nombre de disciples proches. Donc ça, c'est une caractéristique de l'enseignement, notamment philosophique de l'Antiquité, un enseignement destiné à 2 groupes d'auditeurs. Et cela, nous le savons par son disciple Synésios, qui fut son élève dans les années 390. Donc il remarque qu'il y a un enseignement pour le grand public et les non-initiés, et un enseignement plus pointu, réservé à un cercle plus restreint. Qui sont ces disciples? Là aussi, donc j'imagine que école ouverte ou privée, ça change, mais est-ce que ce sont plutôt des personnes de l'élite? Déjà, est-ce que ce sont des enfants ou des adultes aussi? Alors, ce sont des adultes pour l'essentiel, et plutôt des adultes cultivés. On sait qu'Hypatie avait un cercle de proches très haut placés. Et ce qui est frappant, c'est que Hypatie a délivré un enseignement adressé aussi bien aux païens qu'aux chrétiens. Et notamment, l'un de ses élèves les plus fameux, qui s'appelait Synésios, a suivi son enseignement, puis ensuite est devenu évêque. Alors, de ce Synésios, en fait, nous n'avons que des lettres adressées à Hypatie. Nous n'avons pas trace des réponses d'Hypatie, donc tout repose sur le fait que nous croyons que Synésios a bien été son élève et s'est bien adressé à elle. Nul souvenir ne reste aux morts dans les enfers, mais je m'y souviendrai pourtant de ma chère Hypatie. Je vis au milieu des malheurs de ma patrie. Ces désastres me remplissent de douleur. N'importe, je ne quitterai point ces lieux. C'est ici que je suis né, c'est ici que je vois les tombeaux de mes nobles ancêtres. C'est pour vous seul que je négligerai ma patrie. Et si jamais je puis la quitter, ce ne sera que pour aller auprès de vous. Synésios de Cyrène, lettre à Hypatie. Et ce qui est frappant, c'est que grâce à Synésios, nous avons notamment un certain nombre d'indications sur un autre aspect de l'enseignement d'Hypatie, son aspect consistant à être créatrice d'instruments de mesure. Et notamment, nous avons plusieurs lettres de Synésios s'adressant à elle pour lui demander des instructions pour réaliser d'une part des astrolabes. Alors vous savez que les astrolabes, c'était ces instruments de mesure de position des étoiles qui servaient aux marins. Donc nous savons que grâce à ses connaissances en astronomie, Hypatie pouvait réaliser des astrolabes, mais également qu'elle pouvait réaliser des hydromètres, donc ces systèmes de mesure de densité des liquides en lien avec les théories d'Archimède. Donc nous savons par son disciple Synésios que Hypatie avait également réalisé des instruments de mesure et que son enseignement était plutôt adressé à un public déjà cultivé, déjà bien formé, en tout cas à l'élite
d'Alexandrie de l'époque. Mais ce qui est frappant, c'est que ce public était constitué aussi bien de païens que de chrétiens. Et l'on pense que l'influence de son enseignement lui a valu une certaine influence politique, puisque nous savons qu'elle était très proche du pouvoir, notamment très proche du préfet Oreste. Et là encore, je vais citer le film Agora, où le cinéaste prend le parti, invérifié, invérifiable, de dire qu'Oreste aurait été son élève. Et même peut-être cet élève amoureux. Bon, à mon avis, tout cela est un petit peu éloigné de la réalité historique. Néanmoins, cela montre bien que Hypatie était une enseignante extrêmement influente qui regroupait dans ses cours des gens de haute culture, de haute formation, venant aussi bien du paganisme que du christianisme. Néanmoins, on ne compte que des hommes dans ses cours. En tout cas, ceux dont on a des traces sont tous des hommes. Ceux dont on a des traces, exactement, parce que d'ailleurs des travaux d'Hypatie elle-même, tout a disparu. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'avons aucune trace d'aucun écrit de femmes savantes de l'Antiquité, alors même que nous savons, grâce à des hommes, que ces femmes avaient une influence, avaient une production et avaient un enseignement. Donc en fait, des travaux d'Hypatie, on a des mentions par des hommes qu'ils existaient, on a les titres, on a une indication sur les contenus, mais on n'a pas les travaux eux-mêmes. Oui, nous n'avons plus rien, tout est perdu. Comme donc, nous n'avons aucune trace d'aucun écrit, d'aucun travail, d'aucune femme enseignante de l'Antiquité. Très bien, donc peut-être qu'il y avait des femmes dans ces cours, mais en tout cas, là aussi, elles n'ont pas laissé de traces. Exactement. Voilà. Et donc, au-delà des instruments de mathématiques, d'astronomie, Hypatie est également une philosophe, et on dit qu'elle appartient à l'école néoplatonicienne. Qu'est-ce que ça veut dire, l'école néoplatonicienne, et qu'est-ce que ça veut dire être une philosophe à l'époque ? Alors, pour le dire rapidement, le néoplatonisme, en général, c'est une manière d'interpréter la philosophie de Platon, de sorte à intégrer un certain nombre d'éléments issus des autres écoles de l'Antiquité qui auraient pu être perçues comme des écoles concurrentes, comme par exemple l'aristotélisme ou le stoïcisme. Donc le néoplatonisme, c'est tout d'abord une philosophie intégrative, c'est-à-dire c'est une philosophie où, sous l'autorité de Platon, on va pouvoir intégrer et rassembler des éléments doctrinaux issus des écoles concurrentes, dont on va montrer qu'en réalité elles ne sont pas concurrentes mais complémentaires, ou tout simplement qu'elles apportent un autre point de vue qui n'est pas contradictoire avec celui de Platon. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas fait de philosophie depuis la terminale, en quelques mots, que dit Platon, que dit Aristote, et pourquoi est-ce que ce serait contradictoire ? Pour le dire de manière très très rapide, Platon a émis ce qu'on appelle l'hypothèse des idées, c'est-à-dire que pour comprendre la réalité des choses sensibles, il faut se référer à des réalités idéales qui permettent de les fonder et de les comprendre. Aristote, pour sa part, dans la métaphysique, montre que l'hypothèse platonicienne des idées n'apporte rien et qu'on peut tout à fait construire un système métaphysique sans passer par l'hypothèse platonicienne des idées qui ne fait que compliquer les choses. Donc à partir de là, on a une opposition historique entre Platon et son élève Aristote, et le néoplatonisme va travailler à trouver des manières pour articuler Platon et Aristote au sein d'une pensée qui dépasse les oppositions et les différences. Donc, on va avoir des auteurs qui vont dire que, par exemple, ce n'est pas les idées en tant que telles qu'a critiqué Aristote, mais une certaine manière de mal les comprendre. Voilà, donc on va avoir un certain nombre de stratégies pour faire bonne place à différents auteurs au sein d'une perspective plus unifiée. Très bien, et donc c'est ce courant de pensée qu'aurait adopté Hypatie. Alors, Hypatie, on sait qu'elle était une bonne connaisseuse du philosophe Plotin, qui est précisément le fondateur du néoplatonisme. Et ce qui est très important, c'est que Plotin est aussi quelqu'un qui a accordé aux femmes une place très importante dans son école. On sait notamment que son école était tenue dans la maison de Gémina, une femme, donc il a accueilli, et que ses cours étaient ouverts aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Et il y avait un très grand nombre de femmes qui vivaient et prenaient part aux discussions dans l'école de Plotin, et qu'un certain nombre de femmes de cette école ont ensuite épousé des disciples qui, à leur tour, ont été des professeurs influents de philosophie. Donc on voit bien comment, finalement, les femmes et le néoplatonisme, c'est une histoire très proche et qui marche ensemble. D'une part, parce que le néoplatonisme a accordé
toujours une grande place aux femmes, non seulement en tant que disciples, mais après même en tant qu'enseignante à part entière, jusqu'à ce que Hypatie elle-même perpétue cette tradition en enseignant à son tour Platon et Aristote dans l'esprit de Plotin. Donc on parle d'un terreau positif avec Plotin, d'Hypatie qui s'inscrit dans une tradition. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque d'Hypatie, ou peut-être juste avant, on a eu d'autres exemples de femmes philosophes, de femmes savantes, voire de femmes qui auraient pu servir de modèles, de mentors ou de collègues à Hypatie ? En fait, le IVe siècle de notre ère, c'est vraiment la grande époque des femmes philosophes. C'est une époque paradoxale où, étrangement, les femmes ne sont plus seulement des disciples, mais prennent véritablement la place d'enseignantes. Évidemment, ces places d'enseignantes ne leur sont accordées pour autant qu'elles sont aussi un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu les deux choses à la fois. Je vais faire un petit détour par une autre femme à la génération précédente, donc début du IVe siècle, qui s'appelle Sosipatra. Alors Sosipatra appartient à un milieu de parents riches et cultivés, qui, d'après la légende, l'aurait confié à des prêtres chaldéens dans son enfance, donc qui l'aurait initié à ce qu'on appelle les mystères des oracles chaldéiques, qui sont des récits sacrés pour comprendre le rapport avec les dieux, mais qu'elle aurait également reçu une très importante formation philosophique. Elle a épousé un rhéteur célèbre qui s'appelait Adhésius, et après la mort de son mari, elle a fondé sa propre école de philosophie à Pergame. Et Eunape de Sardes, donc, qui a écrit des vies des philosophes et des sophistes, rapporte que l'enseignement de Sosipatra à Pergame éclipsait même celui des hommes qui tenaient école à l'époque. Donc Sosipatra était une philosophe extrêmement influente, dont on a trace par Eunape de quelques bribes sur son enseignement, qui probablement dépendait lui aussi de Plotin. Et donc elle était non seulement une philosophe qui tenait une école d'enseignement des textes de Platon et probablement d'Aristote, et en même temps, elle était connue pour avoir un don de divination et un rapport particulier avec les dieux. Alors pourquoi je parle de Sosipatra ? Parce que Sosipatra a eu un fils qu'elle a formé à la philosophie, et ce fils ensuite a voyagé et s'est établi à Alexandrie. Et Henri-Dominique Saffray émet l'hypothèse qu'Hypatie, dans sa formation philosophique, aurait bénéficié de discussions avec le fils de Sosipatra, par qui, précisément, on aurait une ligne de transmission philosophique. Et voilà, c'est un petit peu pour montrer comment pouvaient s'effectuer des lignages philosophiques et surtout des transmissions intrafamiliales de la philosophie. Et on sait que si Eunape de Sardes a rédigé cette vie de Sosipatra, c'est aussi probablement pour faire le pendant à la vie philosophique d'Hypatie à Alexandrie. Donc cette grande figure de Sosipatra qui a vécu donc à Pergame, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, qui aurait formé son fils, qui aurait voyagé, qui aurait peut-être à son tour formé Hypatie. Bon, c'est une simple hypothèse, mais c'est pour donner un petit peu une idée du panorama et de la place des femmes dans la philosophie à l'époque d'Hypatie. Oui, donc il y a en tout cas un terreau fertile, mais où les femmes restent l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est-à-dire que d'une part, à l'époque, il est déjà une exception d'éduquer une femme. Et lorsqu'une femme est éduquée, c'est toujours dans le cadre d'une situation exceptionnelle de famille d'érudits. C'est-à-dire qu'une femme philosophe est toujours épouse de ou fille de philosophes. Et tous les cas que nous avons de femmes formées à la philosophie le sont par des systèmes d'alliance familiale ou de généalogie. Par exemple, on sait que Porphyre, le disciple de Plotin, a épousé Marcella, qui était formée à la philosophie, pour continuer à la former à la philosophie et pour éduquer ses enfants à la philosophie. Voilà, donc on a tout un système de transmission intrafamiliale de formation à la philosophie, qui évidemment culmine avec Hypatie, parce que elle est d'autant plus exceptionnelle que son savoir s'étend aux mathématiques, à l'astronomie et à la philosophie que nous appelons telle, c'est-à-dire l'enseignement de Platon et d'Aristote, et ça renforce d'une certaine manière la singularité d'Hypatie dans le paysage, puisque elle est à notre connaissance la seule femme qui avait ce degré aussi grand de connaissances scientifiques multifacettes. Mais cela, Hypatie le doit évidemment à son ancrage familial.
Donc, ancrage familial, les femmes savantes sont souvent celles qui ont été éduquées par leur père, par leur mari. On a également évoqué le fait que Plotin dédie une place particulière aux femmes, mais tout ça suffit-il à expliquer cette sorte de terreau particulier au IVe siècle pour les femmes savantes, ou bien est-ce qu'on a une raison plus systémique dans cette présence de femmes dans la philosophie, ou dans le savoir du moins, à l'époque ? La situation des femmes face au savoir est tout sauf simple, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le néoplatonisme, c'est-à-dire cet enseignement si particulier, crée une situation d'exception. De manière générale, les écoles philosophiques, et là je me réfère aux travaux d'Isabelle Koch, constituent ce qu'on peut appeler dans l'Antiquité un espace intermédiaire. C'est très intéressant parce que l'espace dans l'Antiquité, il est généralement structuré entre l'intérieur du gynécée réservé aux femmes et l'extérieur de la cité réservé aux hommes et à la politique. Donc, dans cette bipartition de l'espace, on a, avec les écoles philosophiques, un tiers-lieu. C'est-à-dire que les écoles philosophiques n'appartiennent ni à l'espace privé du gynécée, ni à l'espace public des affaires de la cité. Donc on a un lieu intermédiaire. Et par cette position même d'intermédiarité, ça ouvre une place aux femmes. Et au sein du néoplatonisme, on a un espace, si j'ose dire, renforcé, parce que Platon, dans la République, a posé un geste révolutionnaire. Il a dit que l'on pouvait éduquer les femmes à égalité avec les hommes. C'est-à-dire que l'âme des femmes a une égale disposition à la vertu que celle des hommes. Donc déjà, si vous voulez, on a les écoles philosophiques qui ouvrent aux femmes un espace privilégié, et au sein même de ces écoles, les écoles de teinture platonicienne renforcent, si j'ose dire, la position des femmes, parce que on avait l'idée que l'âme des femmes avait un accès égal à la philosophie. Donc on a une situation, si j'ose dire, doublement renforcée, mais qui reste quand même un îlot au sein de la société. Et on parlait de transmission familiale, donc par le père ou par le mari. C'est justement un des autres aspects méconnus de la vie d'Hypatie, mais a priori, Hypatie ne s'est pas mariée, elle a conservé son indépendance, sa liberté. En tout cas, on n'a pas de traces d'un époux ni d'enfant. Non, Hypatie est célèbre pour être restée célibataire, en assumant cette position et en précisément refusant toutes les avances qui lui ont été faites, donc cette fameuse anecdote de Damasius, vraie ou fausse, selon laquelle Hypatie, pour décourager les ardeurs d'un étudiant amoureux d'elle, lui aurait envoyé son linge souillé du sang menstruel pour dire « Vois ce que tu aimes en moi ». Damasius multiplie les allusions à une vie, entre guillemets, libre ou pas tout à fait adaptée à la condition des femmes d'Hypatie. Et ça, évidemment, c'est typiquement un geste cynique, c'est-à-dire de monstration sur la place publique d'un domaine lié à l'intime. Qu'est-ce que ça veut dire, cynique ? Ce n'est pas la façon dont tu utilises le terme aujourd'hui, c'est ça ? Oui, alors les cyniques prétendaient ne rien avoir à cacher, comme Diogène qui vivait dans son tonneau. Donc c'était une attitude évidemment très provocatrice, visant à dire que la complète fidélité à soi-même suppose de vivre dans un tonneau, s'accoupler publiquement et dire à tous ce que l'on pense. Donc c'est une école philosophique connue pour cette forme de grande honnêteté poussée à l'extrême dans l'Antiquité. Donc selon ce Damasius, Hypatie aurait pu être cynique. En tout cas, c'est une façon de la critiquer. En fait, voilà, c'est-à-dire, je pense pas vraiment qu'il l'ait accusé d'être cynique, mais que Damasius multiplie les anecdotes visant à nous montrer ce que pourrait être une attitude cynique d'Hypatie, c'est-à-dire une attitude très ouverte vers le public qui peut-être ne marque pas suffisamment la différence avec un espace réservé à l'intime et au sérieux. Je pense que, d'une certaine manière, cette figure de femme libre, qui était une figure d'exception, finalement, dans l'Antiquité, a dû susciter, pour la décrire, un certain nombre d'allusions visant à faire penser que cette très grande liberté féminine avait des traits apparentés à l'école cynique. C'est une forme d'écriture polémique, c'est-à-dire que Damasius, qui ne l'a pas connue, qui a vécu un siècle après, lorsqu'il parle d'Hypatie, qu'il admire par ailleurs, ne peut s'empêcher, à mon avis, de glisser certaines touches qui font penser que Hypatie a des traits qui l'apparenteraient de loin à une forme de cynisme. Et il est probable que ce choix d'Hypatie soit lié à un choix de consacrer sa vie à l'étude, tout simplement. Donc on a mentionné le fait que dans ses cours, Hypatie avait aussi bien des chrétiens que des païens. Alors déjà,
qui sont les païens à l'époque? Ce sont les personnes qui croient encore dans les dieux romains, les dieux grecs, les dieux égyptiens, un mélange de tout ça? Je vous remercie. Alors oui, ce qu'il faut voir, c'est que l'Empire romain, surtout vers sa fin, est devenu un empire qui a intégré et assimilé la plupart des divinités étrangères. Et donc le paganisme se caractérise par sa très très grande capacité d'assimilation. D'une certaine manière, si le dieu des chrétiens n'avait été qu'un dieu parmi les autres, il aurait été assimilé sans aucun problème par le paganisme. C'est-à-dire que le paganisme n'a aucune difficulté à multiplier les dieux et avoir des parentés entre eux. Et notamment, si on pense justement au Sérapéion, donc le temple de Sérapis. Sérapis est l'illustration magnifique de la confluence des croyances de l'Antiquité, puisqu'il est l'alliance à la fois d'un culte dionysiaque, donc d'un culte grec, et du taureau Apis égyptien. De même, la déesse Isis, qui rassemble aussi bien des traits liés à la déesse Aphrodite qu'aux déesses grecques, que peut-être même à la déesse Cybèle dont il a déjà été question ici. Donc les divinités à Alexandrie sont des divinités qui sont très ouvertes et incluantes. Donc les païens sont des gens qui rendent un culte à ces divinités de l'Empire qui sont aussi liées à une certaine forme d'exercice du pouvoir, sauf que, à l'époque d'Hypatie, le pouvoir devient officiellement chrétien. Et là, les difficultés commencent. Sachant, pour resituer Hypatie, qu'elle est païenne, elle n'est pas chrétienne. Alors, elle est païenne et son attachement au paganisme va jouer un rôle décisif dans sa mort et dans la légende qui va évidemment entourer sa mort, puisque la mort d'Hypatie sera reprise tout au long de l'histoire par un certain nombre de gens qui veulent voir dans sa mort l'exemple d'un choc des civilisations et d'un affrontement interreligieux. Alors, on a présenté le paganisme. Qu'en est-il de la chrétienté durant la vie d'Hypatie? La chrétienté monte en puissance, les empereurs romains sont devenus chrétiens, mais les chrétiens sont-ils majoritaires à Alexandrie? Quelles sont un peu les dynamiques de pouvoir autour de la chrétienté? Oui. Alors, en fait, Constantin Ier, pour resituer un petit peu les choses, au tout début du IVe siècle, admet le christianisme comme religion. Et tout au long du IVe siècle, on va avoir une montée en puissance du christianisme qui devient religion d'État avec Théodose Ier. Et à partir de ce moment-là, les choses s'accélèrent d'une certaine manière, puisque de religion encore persécutée au IIIe siècle, elle devient religion admise, puis religion d'État. Donc on a vraiment une montée en puissance du christianisme tout au long du siècle, évidemment avec un certain nombre de heurts. Ce n'est pas évidemment une montée linéaire, mais on peut dire qu'avec l'accession au pouvoir de Théodose, les choses vont très vite. Notamment parce que Théodose est très proche de l'évêque Ambroise de Milan, qui est très hostile aux païens. C'est-à-dire que l'évêque fait vraiment de la lutte contre le paganisme une affaire de premier plan. Donc en 391, c'est une date importante, l'évêque fait paraître un édit interdisant les sacrifices païens dans les temples. Et en fait, cela va entraîner immédiatement, comme réaction en chaîne, une série de saccages et de destruction des temples à travers tout l'Empire. Et notamment, cela va donner lieu à un événement très important dans la vie d'Alexandrie, c'est que le temple de Sérapis, autour duquel était fondé donc le Sérapéion, donc la bibliothèque fille du Mousséion d'Alexandrie, et en 391, sous la menée du patriarche chrétien Théophile, qui s'est emparé très très bien de l'interdiction de l'évêque Ambroise, le patriarche Théophile rassemble autour de lui toutes ses troupes et va pour détruire le Sérapéion en brûlant les manuscrits, en renversant les statues et en détruisant véritablement l'édifice. Et en fait, cette destruction du Sérapéion a été vraiment peut-être le plus grand trauma des populations de l'époque à Alexandrie. Et l'historien Pierre Chuvin, dans sa chronique des derniers païens, note que ce fut, je cite, un événement beaucoup plus important que toutes les autres formes de vandalisme qui avaient lieu partout dans l'Empire. Parce que c'était vraiment la destruction, non seulement d'un temple, mais d'un lieu symbolique, et d'un lieu qui renfermait la totalité du savoir païen. Donc la destruction du Sérapéion, c'est non seulement la destruction du plus grand monument
de l'Empire après le Colisée, mais c'est également la destruction d'un temple emblématique de tout ce que le savoir païen avait pu accumuler au fil des siècles. Donc c'est vraiment un événement d'une immense portée, qui a eu des conséquences très importantes sur les populations, puisqu'après la destruction du Sérapéion, une grande partie de la population d'Alexandrie s'est convertie au christianisme. Nous, on n'a pas d'indication sur la réaction d'Hypatie à cet événement, ni sur le fait qu'elle s'est convertie. A priori, elle reste païenne. Et elle continue d'enseigner. Alors nous savons qu'elle est restée païenne, malgré tout, et qu'elle a continué son enseignement comme avant. En tout cas, rien n'indique dans les témoignages que quoi que ce soit ait changé dans la vie ou dans l'activité intellectuelle d'Hypatie. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le contexte autour d'elle s'est considérablement modifié, et le second traumatisme qu'a pu vivre la population à l'époque, c'est 4 ans plus tard, 395, on a la scission de l'Empire romain entre d'une part l'Empire chrétien d'Occident, avec Rome comme capitale, et l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople comme capitale, et Alexandrie passe sous la juridiction de l'Empire de Constantinople. Et ça, qu'est-ce que ça change concrètement pour les intellectuels et les philosophes, en tout cas païens comme Hypatie ? Ce que ça va changer, c'est qu'avec l'accession au pouvoir de Théodose II, les mesures anti-païennes vont s'intensifier, et notamment les païens n'ont progressivement presque plus de droits civiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'exercer des charges dans l'armée, notamment, ni dans l'administration. Donc s'ils veulent continuer à exercer des charges, ils doivent se convertir, et c'est notamment le cas du préfet Oreste, qui était un préfet chrétien, qui a essayé tant bien que mal de maintenir jusqu'au bout un équilibre entre païens et chrétiens. Et en réalité, à partir de 415, tout va basculer pour les chrétiens et les païens. Alors, on a parlé donc du patriarche. Qui est le patriarche ? Est-ce que c'est une sorte d'évêque à Alexandrie ? Et puis justement, comment est-ce qu'il se met en opposition avec ce préfet ? Parce que c'est vrai que le conflit va ensuite se polariser entre deux figures, le patriarche versus le préfet. Mais donc, qui est le patriarche d'une part, et puis quels sont les rôles du préfet de l'autre ? Alors, le patriarche, c'est la grande figure, la grande autorité religieuse qui donne le là, si j'ose dire, de l'orientation religieuse de la ville. Le préfet, qui dépend du pouvoir impérial, est beaucoup plus lié à la tenue de la vie juridique et politique de la ville. Et ce qu'on va voir à partir des années 414, c'est qu'en réalité, on va voir monter une tension entre, d'une part, le nouveau patriarche qui s'appelle Cyril, qui est le neveu de Théophile, qui a été à l'origine de la destruction du Sérapéion. Donc on a des liens familiaux et aussi l'idée d'une sorte de transmission dans cette lutte anti-païenne. Donc au début du 5e siècle, on a le patriarche Cyril, qui évidemment se sont investis d'une très grande force religieuse et même peut-être par là politique, qui va commencer à s'opposer à la puissance politique du préfet Oreste, qui pourtant lui aussi est chrétien. Chrétien, mais donc peut-être chrétien plus modéré, plus tolérant, et proche d'Hypatie. Exactement. Nous savons que Oreste était un des grands admirateurs d'Hypatie en tant que femme de science, et n'hésitait pas à la consulter sur des décisions politiques. Et en fait, c'est cette proximité d'Hypatie avec Oreste qui est probablement l'un des facteurs qui a déclenché sa mort brutale. Alors justement, donc Hypatie se retrouve au milieu de cette escalade des tensions entre d'une part Cyril et d'autre part Oreste. En quoi consiste cette escalade des tensions dans la ville d'Alexandrie à l'époque ? Alors, si l'on se fonde sur les événements relatés par l'historien Socrate, la mort d'Hypatie est la conséquence d'une sorte de tragédie en 3 temps, presque inéluctable, due à un enchaînement de circonstances. Pour comprendre la mort d'Hypatie qui a lieu au printemps 1415, il faut revenir un an avant. En fait, un an avant, en 1414, éclate, le jour du Shabbat, lors d'une représentation religieuse, un affrontement entre les communautés chrétiennes et juives. En fait, les chrétiens agressent les juifs le jour de Shabbat, lors d'une représentation théâtrale. À l'issue de ce massacre, les juifs s'organisent et ripostent en assassinant les chrétiens. Évidemment, cet assassinat des chrétiens fait réagir le patriarche Cyril,
qui demande immédiatement l'expulsion de tous les juifs de la cité et commence à se livrer à des pogroms sauvages où on assassine des juifs dans les rues, on confisque les biens et surtout on les chasse de la ville. Alors cette décision qui a été prise par Cyril de manière unilatérale heurte Oreste dans sa responsabilité de préfet de la ville. Donc finalement cet incident entre juifs et chrétiens prend des proportions politiques très vives parce que Oreste sent son autorité de préfet menacée par les décisions de Cyril de rétorsion contre les Juifs. Oreste veut en appeler à l'autorité de l'empereur, en disant que c'est une affaire politique qui doit être réglée par le pouvoir impérial. Et en fait, Oreste sent bien que dans cette prise de décision de Cyril, il y a déjà quelque chose comme une attaque aussi à son pouvoir en tant que préfet. Après tout, ça aurait été à lui à statuer sur le sort des Juifs. Et donc Oreste sent que de plus en plus, ces décisions n'ont pas vraiment de valeur aux yeux de Cyril et de ses familiers. Donc la tension monte et dans ce cadre, en fait, un moine fanatique, fanatisé par Cyril, jette une pierre au visage d'Oreste. Oreste le fait arrêter et le condamne à mort. Donc les relations sont on ne peut plus envenimées entre d'une part Cyril et d'autre part Oreste. Donc, quand vous avez parlé de troisième acte, premier acte, l'attaque de Shabbat, deuxième acte... Alors, deuxième acte, c'est que Cyril prend la décision de pogrom contre les Juifs et de leur expulsion. Et troisième acte, Cyril fait venir du désert 500 moines à la rescousse pour renforcer son autorité. Et en fait, c'est là que un petit peu tout bascule, parce que une fois que Cyril est entouré de tout son groupe de moines, en réalité, on a un point de bascule avec l'autorité d'Oreste qui se sent en réalité totalement dépassée. Qui sont ces moines du désert ? En quoi est-ce que faire venir des moines, c'est un appui ? Est-ce que c'est simplement une question numéraire ou est-ce que Oui, je pense que c'est une question de force du nombre pour montrer en réalité que Cyril a l'appui pour lui et la légitimité idéologique du grand nombre. Je pense que c'est plus une manière de montrer sa puissance en termes de mobilisation de troupes, puisqu'évidemment, Oreste de son côté demandait des renforts à l'empereur qui ne venaient pas. Donc c'est aussi une manière de montrer à Oreste qu'il doit absolument s'aligner sur la politique idéologique de Cyril pour continuer à rester légitime. Et donc là, vous évoquez le pouvoir du nombre, donc ce qui se passe en fait concrètement, c'est que Cyril conteste l'autorité politique et affirme que son autorité religieuse à lui devrait prévaloir sur l'autorité impériale pour gouverner la ville. Et notamment, ça c'est l'hypothèse envisagée en filigrane par Socrate, c'est que les hésitations perçues comme telles d'Oreste par Cyril sont dues à sa trop grande proximité avec Hypatie, c'est-à-dire que Cyril reproche finalement à Hypatie d'être l'obstacle qui empêche Oreste d'adhérer complètement à l'idéologie de Cyril. Donc Hypatie est perçue assez vite par Cyril comme finalement un obstacle au fait que Oreste n'adhère pas totalement à l'idéologie de Cyril. Pourquoi est-ce qu'Hypatie est perçue comme l'ennemi par Cyril? Est-ce que c'est parce qu'elle conseille Oreste? Est-ce que c'est également parce que c'est une philosophe? Est-ce que c'est parce que c'est une païenne? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que c'est probablement tout à la fois? Probablement pour toutes ces raisons. Je pense que la raison principale était son paganisme et que Hypatie restait comme une des figures insoumises dans ces mouvements de conversion massifs. Et en fait, Hypatie a incarné le dernier flambeau de la science grecque ancrée dans sa tradition de paganisme. C'est-à-dire que Hypatie n'est jamais devenue chrétienne, Hypatie ne s'est jamais convertie, malgré la destruction du Sérapéion, malgré les troubles politiques et la montée en puissance du christianisme. Et par ailleurs, Hypatie en effet était une femme de science, une femme qui enseignait publiquement et une femme qui avait une influence politique sur Oreste. Donc je pense que tous ces paramètres mis ensemble étaient inacceptables aux yeux d'un patriarche tel que Cyril, qui voyait dans ce maintien du paganisme une forme de provocation et de résistance. Voilà, et je pense que Hypatie a incarné tout ce qui faisait obstacle au progrès de Cyril vers le pouvoir, c'est-à-dire que voilà, elle était femme, elle était savante, elle était païenne, et elle est restée païenne jusqu'au bout, et elle est restée savante jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle a assumé jusqu'au bout les convictions qu'elle a portées toute sa vie.
Et donc Hypatie devient un peu un symbole ennemi pour Cyril. Que fait-il? Est-ce qu'il l'accuse publiquement? Est-ce qu'Hypatie perd de son influence ou Alors en fait, c'est pas tellement qu'elle perd de son influence. Alors tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, alors qu'Hypatie était à bord de son char, elle s'est fait violemment tirer de son char par une bande de chrétiens et qu'ils l'ont traînée dans un lieu hautement symbolique, l'ancien Caesareum, donc l'ancien lieu dédié à César, transformé en église Saint-Michel. Donc un premier acte symbolique, on tire la païenne hors de son char et on l'amène de force dans un ancien lieu dédié à César, maintenant dédié à Saint-Michel. Et là, on a une scène d'une violence inouïe. Hypatie est déshabillée, donc elle est mise à nu. Son corps est déchiqueté à coups de tesson, elle est démembrée, puis ses membres sont promenés à travers la ville et brûlés. Et finalement, cette mise à mort d'une extrême violence, qui se termine par l'immolation des membres d'Hypatie, symbolise, d'une certaine manière aux yeux des chrétiens, le fait que l'on va purifier ce qu'il restait de païen par le feu. Et donc la mise à mort d'Hypatie, qui a été lapidée et torturée dans une église, puis brûlée, symbolise d'une certaine manière aux yeux des chrétiens la mise à mort, voilà, non seulement d'une femme, d'une savante, mais également d'une païenne, dont la mort va servir d'acte d'expiation et de purification. Donc la violence même de la mort d'Hypatie symbolise, et c'est pour ça sa mort a servi de projection tout au long de l'histoire, symbolise d'une certaine manière un acte qui dépasse sa simple personne. Mort extrêmement violente, extrêmement brutale. Est-ce qu'on a des réactions à l'époque? Voilà, notamment les païens restants, même du côté du pouvoir impérial avec Oreste. Est-ce qu'on lance des accusations? Est-ce qu'on punit? Ou est-ce que la vie reprend? Oreste disparaît. Donc ça aussi, ça a contribué beaucoup à la légende. C'est-à-dire que nous n'avons plus aucune trace d'Oreste après la mort d'Hypatie. Aucune. Donc là encore, ça a ouvert un certain nombre de spéculations. Oreste a tout simplement disparu du champ. Et en effet, non. La vie a repris après la mort d'Hypatie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction païenne pour défendre Hypatie. C'est-à-dire que la mort d'Hypatie a scellé, d'une certaine manière, la fin d'une histoire. Donc la mort d'Hypatie ne crée pas forcément de conséquences. La vie continue, Oreste disparaît, Cyril conserve son pouvoir. Est-ce qu'on a des interprétations déjà par les contemporains, ou en tout cas les auteurs de l'Antiquité tardive, sur la mort d'Hypatie? Comment est-ce qu'ils la perçoivent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils s'en souviennent déjà? Et est-ce qu'ils la commentent? Alors, il y a 3 sources différentes qui relatent la mort d'Hypatie. Il y a tout d'abord la version la plus longue et la plus détaillée, et aussi la plus proche chronologiquement, que nous devons à un historien qui s'appelle Socrate de Constantinople, qui est un chrétien et appartient à une mouvance chrétienne qui n'est pas la même que celle du patriarche Cyril. Et Socrate, lorsqu'il va relater la mort d'Hypatie, n'hésitera pas à charger le patriarche Cyril, mettant par là aussi en avant un certain nombre de désaccords religieux. Il y avait dans Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps, et enseignait dans l'école de Platon et de Plotin un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. Mais parce qu'elle avait amitié particulière avec Oreste, elle fut accusée d'empêcher qu'il ne se réconciliât avec Cyril. Quelques personnes, transportées d'un zèle trop ardent, qui avait pour chef un lecteur nommé Pierre, l'attendirent un jour dans les rues, et l'ayant tirée de sa chaise, la menèrent à l'église nommée Césaréon, la dépouillèrent et la tuèrent à coups de pot cassé. Après cela, ils hachèrent son corps en pièces et les brûlèrent dans un lieu appelé Cinaron. Une exécution aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie non seulement Cyril, mais toute l'église d'Alexandrie, étant certain qu'il n'y a rien si éloigné de l'esprit du christianisme que le meurtre et les combats. Socrate le scolastique, Histoire de l'Église, livre 7, chapitre 15. Donc nous avons Socrate de Constantinople qui met l'accent sur le rôle de Cyril et qui voit dans la mort d'Hypatie les conséquences d'un conflit politique.
Un siècle plus tard, chez le philosophe néoplatonicien Damasius, on a une vision qui accuse beaucoup plus directement Cyril d'être directement le responsable de la mort d'une philosophe païenne. Et au 7e siècle, on a l'évêque égyptien Jean de Niciou qui, lui, reprend la trame narrative de Socrate de Constantinople pour l'inverser et produire une version totalement idéologisée pour accuser Hypatie d'avoir été une magicienne qui avait ensorcelé Oreste. Il manquait cette théorie. On a l'accusation de la femme savante, magicienne, par qui le mal arrive. Notamment, Jean de Niciou accuse Hypatie de pratiquer l'astronomie, l'astrologie, la magie, la musique, tous ces arts pour envoûter le préfet Oreste et avoir précipité les événements qui ont causé sa mort bien méritée. En ces temps, il y avait à Alexandrie une femme païenne, philosophe, nommée Hypatie, qui, constamment occupée de magie, d'astrologie et de musique, séduisait beaucoup de gens par les artifices de Satan. Le préfet de la province l'honorait particulièrement, car elle l'avait séduit par son art magique. Il cessait de fréquenter l'église comme il en avait l'habitude. Il y venait à peine une fois par hasard. Et non seulement il agissait ainsi en ce qui le concernait personnellement, mais il attirait auprès d'Hypatie beaucoup de fidèles et lui-même faisait bon accueil aux mécréants. Jean de Niciou, Chronique, chapitre 84. Donc, déjà, dans les décennies et les premiers siècles qui ont suivi la mort d'Hypatie, on a une réception assez contrastée des interprétations sur sa mort. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque byzantine, comme les Byzantins sont chrétiens, ce qu'on va retenir d'Hypatie, ce ne sont pas tellement les causes de sa mort, mais ça va plutôt être son importance en tant que femme éduquée, femme de science. Donc dans l'Empire byzantin, on garde quelques traces liées à la vie d'Hypatie, mais liées justement à son activité scientifique, puisqu'on sait qu'à la cour de Byzance, il y avait place pour des femmes éduquées et cultivées. On aura, par exemple, au XIe siècle, la figure d'Anne Comnène, qui était une érudite de la famille impériale et qui avait une activité intellectuelle très développée. Donc, à l'époque byzantine, on va plutôt avoir tendance à passer sous silence le tragique de sa mort pour conserver quelques éléments liés à son activité de femme érudite. Et en fait, cette dimension continue jusqu'à la Renaissance. En fait, un des autres témoignages assez importants sur Hypatie qu'on a à la Renaissance, c'est cette anecdote relative à la fresque de Raphaël. Vous savez donc que le peintre Raphaël a peint la célèbre École d'Athènes entre 1509 et 1510. Donc cette fresque de Raphaël au Vatican, dans l'une des chambres attenantes à la chapelle Sixtine. Et donc qui représente les grandes figures philosophiques de l'Antiquité. C'est-à-dire c'est l'idée de la réunion du grand savoir des philosophes de l'Antiquité, avec Platon, Aristote et tous leurs disciples. Et parmi toutes ces grandes figures philosophiques, on a une figure assez énigmatique, qui est un personnage androgyne, vêtu d'une tunique blanche, qui porte un rouleau et qui ressemble étrangement à une femme. Et à l'époque, une anecdote a circulé selon laquelle Raphaël aurait discrètement introduit la figure d'Hypatie parmi ces grands noms de la philosophie. Et cette anecdote, vraie ou fausse, rapporte aussi que l'un des cardinaux aurait été tout à fait scandalisé par la présence d'Hypatie sur la fresque et aurait demandé à Raphaël de retoucher la fresque, de sorte à ce que cette figure un peu trop féminine ressemble au neveu du pape Jules II, donc le neveu Francesco Maria della Rovere, et qui était connu pour son apparence androgyne. Donc d'une certaine manière, Raphaël n'aurait pas eu à trop retoucher sa fresque, et finalement à plaire au pape, puisqu'il aurait représenté dans cette figure énigmatique peut-être son neveu. En tout cas, cette anecdote indique néanmoins que, au moins jusqu'à la Renaissance, ce qui subsiste de la figure d'Hypatie, c'est son activité de femme philosophe.
Très bien, donc on conserve la mémoire d'Hypatie comme une intellectuelle. Que devient-elle ensuite avec le XVIIe, XVIIIe siècle ? Alors là, les choses changent presque du tout au tout, parce que Hypatie se trouve, bien malgré elle, au cœur du conflit idéologique qui va agiter l'époque des Lumières, c'est-à-dire le conflit religieux. Tout part d'un écrit de John Toland, donc, qui est un libre-penseur irlandais, qui marque vraiment le début de l'utilisation, qu'on pourrait dire religieuse, de la mort d'Hypatie, en accusant directement Cyril, et en s'appuyant sur ce contraste entre une belle jeune femme mise à mort par un vieux patriarche obscurantiste. Donc c'est vraiment lui qui amorce cette construction d'Hypatie comme la très belle jeune fille, très savante, très pure, mise à mort de la pire des façons par un vieux patriarche fanatique. Donc Toland vraiment abonde dans le sens de cette âme vertueuse dans un corps jeune, mise à mort par l'Église catholique, qu'évidemment il combat en tant que libre-penseur. Et donc il écrit en 1720 un opuscule intitulé « Hypatie, ou l'histoire d'une dame très belle, très vertueuse, très savante, en tout point accomplie, qui fut mise en pièces par le clergé d'Alexandrie pour satisfaire l'orgueil, l'émulation et la cruauté de leur archevêque, communément mais injustement appelé Saint Cyril. » C'est un long titre. Voilà, donc on peut imaginer le contenu du brûlot, et à partir de là, Hypatie est prise en otage, d'une certaine manière, dans une dispute entre protestants et catholiques. Et finalement, la riposte catholique ne se fait pas attendre. 1 an plus tard, on a une défense de Saint Cyril proposée par Thomas Lewis, intitulée, je cite, « L'histoire d'Hypatie, une maîtresse d'école très impudente, pour la défense de Saint Cyril et du clergé d'Alexandrie contre la calomnie de M. Toland. » Le débat est lancé. Bien, donc qu'elle soit finalement très vertueuse ou très impudente, Hypatie est malgré elle entrée de plain pied dans le débat confessionnel brûlant qui va agiter l'époque des Lumières. Ce qui conduit tout naturellement Voltaire à prendre la plume et à travers elle à dénoncer le fanatisme religieux. Donc évidemment, Hypatie devient une figure privilégiée pour Voltaire qui la cite à de très nombreuses reprises. Alors la première occurrence ou utilisation d'Hypatie par Voltaire, c'est dans un texte intitulé « L'examen important de Milord Bolingbroke » ou « Le tombeau du fanatisme ». Donc déjà avec le tombeau du fanatisme, le ton est donné. Y a-t-il rien de plus horrible et de plus lâche que l'action des prêtres de l'évêque Cyril, que les chrétiens appellent Saint Cyril ? Il y avait dans Alexandrie une fille, célèbre par sa beauté et par son esprit. Son nom était Hypatie. Élevée par le philosophe Théon, son père, elle occupait en 415 la chaire qu'il avait eue et fut applaudie pour sa science autant qu'honorée pour ses mœurs. Mais elle était païenne. Les dogues tonsurés de Cyril, suivis d'une troupe de fanatiques, l'assaillirent dans la rue lorsqu'elle revenait de dicter ses leçons, la traînèrent par les cheveux, la lapidèrent et la brûlèrent, sans que Cyril, le saint, leur fît la plus légère réprimande, et sans que Théodose le jeune et la dévote Pulchérie sa sœur, qui le gouvernait et partageait l'empire avec lui, ne condamnassent cet excès d'inhumanité. Voltaire, Examen important de Milord de Bolingbroke ou Le tombeau du fanatisme, chapitre 34. Évidemment, on voit bien qu'à travers la personne d'Hypatie, on a cette mise en scène dramatique où elle est arrachée alors qu'elle fait cours à son enseignement, c'est à travers elle la liberté de penser qui est assassinée par l'obscurantisme. Donc Voltaire, à la suite de ses prédécesseurs anglais, s'empare de la figure d'Hypatie pour en faire la figure de proue de la liberté de penser contre le fanatisme religieux.
Et en fait, en mettant l'accent sur la beauté d'Hypatie, son jeune corps, etc., il commence à faire quelque chose d'assez dangereux, qui sera évidemment repris et amplifié par la suite, c'est d'ancrer vraiment la critique du fanatisme dans de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il crée un visuel, il nous donne à voir une belle jeune fille qui fait court, et on la sort de sa chaire de philosophie pour aller la lapider dans la rue. Et en fait, il oppose à la violence du fanatisme la délicatesse du corps féminin. Et là, est-ce rendre un grand service à Hypatie que d'insister sur la délicatesse de son corps féminin? Je ne sais pas trop. En tout cas, quelques années plus tard, lorsqu'il rédige le dictionnaire philosophique, en 1772, il crée une entrée exprès intitulée Hypatie. Et là, Voltaire s'amuse un peu, parce qu'il va comparer Hypatie à une autre femme célèbre, mais de l'époque, qui s'appelle Madame Dacier. Alors, je vous lis la petite anecdote et ensuite je vous explique qui est Madame Dacier. Voltaire demande à son lecteur d'imaginer l'hypothèse suivante. Il dit « Imaginez donc l'horreur si Madame Dacier avait été tuée dans la cathédrale Notre-Dame par l'archevêque de Paris parce qu'elle refusait de dire qu'un poème écrit par un moine était supérieur à Homère. » Et il demande ironiquement ensuite à Dieu, évidemment, d'avoir pitié de Saint-Cyril. Alors, qui est Madame Dacier? C'est une personne très connue à l'époque, qui était une femme de lettres et qui a notamment traduit Homère. Donc c'était vraiment une grande érudite, moitié 17e, en gros une contemporaine de Louis XIV, et qui a vraiment contribué à faire connaître et à répandre le goût pour la littérature grecque et Homère. Donc, quand on pense à Madame Dacier, dans le petit cercle des intellectuels du XVIIIe siècle, on a immédiatement l'idée d'une femme qui a promu la culture païenne et la culture grecque. Voilà. Et donc, quand Voltaire compare Hypatie à Madame Dacier, évidemment, ça va faire tout de suite réagir son public, parce que, imaginez que Madame Dacier dise que le poème écrit par un moine n'est pas aussi grand que les œuvres d'Homère qu'elle a traduites. Donc, évidemment, l'image est très forte. Tout ça pour dire qu'à cette époque, on a en fait une utilisation, si j'ose dire, de la figure d'Hypatie comme le symbole de la science, incarnée dans une femme, donc d'une science fragilisée, dans un corps de femme fragile, et immédiatement soumis à la violence et au déchaînement brutal de l'obscurantisme religieux. Et en fait, cette ligne, elle est reprise et amplifiée quelque temps après, en fait, par les travaux de l'historien Edward Gibbon, qui mélange un peu tout, et il fait tout reposer, en fait, sur la jalousie maladive de Cyril. Et pour lui, la mort d'Hypatie devient un symbole, et là un symbole assez dangereux, de ce qui a inauguré le déclin de la civilisation antique. C'est-à-dire qu'il va se servir de la mort d'Hypatie pour y voir le symbole du commencement du déclin. Donc on a, et c'est très dangereux, avec la mort d'Hypatie, une utilisation qui va servir les théories déclinistes. Voilà, finalement, et c'est toutes les forces religieuses qui ont abouti à mettre à mort l'ancien monde païen, régi évidemment uniquement par la raison et la sagesse, pour faire place à un nouveau monde obscur et intolérant. Donc on a, si vous voulez, à partir du XVIIIe siècle, Hypatie qui se retrouve au cœur finalement de conflits interreligieux, puis au cœur de conflits entre la liberté de penser et l'obscurantisme de l'époque, et puis finalement Hypatie en vient à représenter le symbole du déclin de l'Occident, de la fin du monde païen qui serait régi uniquement par la raison et la sagesse. Donc on a finalement une sorte de glissement où on insiste beaucoup sur la mort d'Hypatie, et son aspect de savante ne sert qu'à faire ressortir par contraste le drame de sa mort. Vous évoquiez notamment chez Voltaire ce symbole de la jeune fille belle mais fragile, pure, virginale, etc. Ce qui me fait penser qu'au XIXe, elle devient également un symbole romantique, notamment pour les poètes, qui vont accentuer cette dimension lyrique, belle, fragile d'Hypatie. Qu'est-ce qu'elle devient dans ce siècle-là? Oui, alors elle va servir de support déjà à l'iconographie, où on va avoir pas mal de représentations d'Hypatie dénudée sur l'autel avec sa longue chevelure dans la fleur de l'âge, ce qu'elle n'était évidemment probablement pas. Alors, ce qu'il faut voir évidemment, c'est que si Hypatie a pu servir à ce point de support de projection, c'est qu'évidemment les sources sont très peu nombreuses. Et au XIXe siècle, elle devient
le symbole des Parnassiens. Alors les Parnassiens, c'est un cercle de poètes qui travaillent à construire une vision un petit peu idéale et idéalisée du passé. Et notamment, on doit ce grand engouement sur la figure de la belle jeune fille Hypatie mise à mort à Charles-Marie le comte de Lille, qui est le chef de file des Parnassiens, et qui a consacré énormément d'écrits à la figure d'Hypatie. Un poème, une pièce, il a beaucoup écrit autour de la figure d'Hypatie, et notamment on a un poème, donc tiré de ces poèmes antiques, qui se sert de cette figure pour évoquer un paradis perdu. Au déclin des grandeurs qui dominent la terre, quand les cultes divins, sous les siècles ployés, reprenant de l'oubli le sentier solitaire, regardent s'écrouler leurs autels foudroyés. Ô Vierge, qui d'un pan de ta robe pieuse couvrit la tombe auguste où s'endormaient tes dieux, de leur culte éclipsée, prêtresse harmonieuse, chaste et dernier rayon détaché de leurs cieux. Comme un jeune lotus croissant sous l'œil des sages, fleur de leur éloquence et de leur équité, tu faisais, sur la nuit moins sombre des vieux âges, resplendir ton génie à travers ta beauté. Le grave enseignement des vertus éternelles s'épanchait de ta lèvre au fond des cœurs charmés, et les Galiléens qui te rêvaient des ailes oubliaient leurs dieux morts pour tes dieux bien-aimés. Mais le siècle emportait ces âmes insoumises qu'un lien trop fragile enchaînait à tes pas, et tu les voyais fuir vers les terres promises, mais toi, qui savais tout, tu ne les suivis pas. Que t'importait, ô Vierge, un semblable délire? Ne possédais-tu pas cet idéal cherché? Va, dans ces cœurs troublés tes regards savaient lire, et les dieux bienveillants ne t'avaient rien caché. Ô sage enfant, si pur entre tes sœurs mortelles, ô noble front, sans tache entre les fronts sacrés, quelle âme avait chanté sur des lèvres plus belles et brûlé plus limpides en des yeux inspirés? Sans effleurer, jamais ta robe immaculée, les souillures du siècle ont respecté tes mains. Tu marchais, l'œil tourné vers la vie étoilée, ignorante des maux et des crimes humains. L'homme, en son cours fougueux, t'a frappée et maudite, mais tu tombas plus grande, et maintenant, hélas, le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite sont partis à jamais pour les beaux cieux d'Hélas. Dors, ô blanche victime en notre âme profonde, dans ton linceul de vierge et sainte de lotus. Dors, l'impure laideur est la reine du monde, et nous avons perdu le chemin de Paros. Les dieux sont en poussière et la terre est muette, rien ne parlera plus dans ton ciel déserté. Dors, mais vivant en lui, chante au cœur du poète l'hymne mélodieux de la sainte beauté. Elle seule survit, immuable, éternelle, la mort peut disperser les univers tremblants, mais la beauté flamboie et tout renaît en elle, et les mondes encore roulent sous ses pieds blancs. Charles-Marie le comte de Lille, Hypatie. Donc on a vraiment l'idée que Hypatie symbolise donc le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite. Donc on a une sorte de réunion paradoxale et magnifique, de la femme la plus belle avec l'esprit le plus grand, qui a été mise à mort par un certain nombre de chrétiens fanatiques. Et en fait, les écrits de Lecomte de Lille vont faire école. Évidemment, il était le chef de file des Parnassiens. Donc, on a une reprise de cette figure chez Nerval, mais surtout chez Maurice Barrès, dans son petit opuscule intitulé « La Vierge assassinée », où Barrès regrette la dernière des Hélènes et la nostalgie d'un monde perdu. Alors, comme les mâchoires d'une bête féroce, la foule se referma, et les membres de la Vierge furent dispersés. Tandis que, impassibles sous leurs casques et sous leurs aigles, les barbares ricanaient de cet assassinat, éclaboussant la majesté de l'Empire et le linceul du monde antique. Maurice Barrès, La Vierge assassinée. Donc on voit bien comment, pour ces auteurs, finalement, la mort d'Hypatie, c'est pas tellement la mort d'une femme savante que la mort d'un ancien monde
sous les coups de la décadence en réalité. On a la présentation d'Hypatie comme la dernière des Grecs, la dernière représentante du savoir grec. Bon, heureusement, les choses changent un peu à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et Hypatie devient, notamment depuis les années 70, plutôt le symbole de l'émancipation féminine. C'est-à-dire qu'on a vraiment une évolution de la figure d'Hypatie dans sa réception. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en avant, essentiellement, c'est plutôt le lien entre la maîtrise d'un savoir scientifique et sa féminité. C'est-à-dire que le fait d'être une femme et d'être une belle femme n'empêche en rien d'être une femme savante. Et ce qui est intéressant, c'est que, là c'est un petit peu l'image dominante qu'on a d'Hypatie, mais en fait l'image voltairienne d'Hypatie continue à exister et à tracer sa route. Et notamment, on peut remarquer qu'après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, le blog EduScol de l'Éducation nationale a mis en ligne, vraiment dans les jours qu'on suivit, un article intitulé, je cite, « Hypatie, histoire d'une humaniste assassinée », pour ouvrir un dossier consacré à la liberté d'expression. Donc, vous voyez, cette image d'Hypatie continue en fait à tracer sa route, mais actuellement, ce qui prédomine quand on évoque Hypatie, c'est plutôt le lien très fort entre féminité et savoir, et celle qui a peut-être contribué à lancer cette image, c'est sans doute l'icône féministe Judy Chicago, qui était une pionnière de l'art féministe et qui, en 1979, a réalisé The Dinner Party. Donc c'est une installation de 39 tables à manger qui serait présidée par des femmes très importantes de l'histoire de l'humanité, au nombre desquelles on trouve Hypatie. Donc je pense que ça a énormément contribué à hisser Hypatie au nombre des femmes qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. Et actuellement, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de revues scientifiques qui s'appellent Hypatie pour promouvoir le rôle des femmes dans la science. Et je voudrais également évoquer d'un mot un projet actuel par tant le collectif Femmes et Sciences que un collectif de Sorbonne Université et Benjamin Rigaud, qui est à l'origine, qui s'appelle les 40 Sœurs d'Hypatie. Et en fait, ce projet vise à inscrire le nom de 40 femmes de science au second étage de la Tour Eiffel. Alors c'est un projet qui est en travail actuellement et on ne sait pas sous quelle forme il finira par aboutir, mais l'idée est d'associer sous le patronage d'Hypatie l'importance de la contribution des femmes à la science à un monument de l'espace public. Voilà, on a ce projet qui existe et qui montre que aujourd'hui, quand on pense à Hypatie, on pense à l'association entre les femmes et ce qu'elles peuvent apporter à la science et à l'humanité. Dans les dernières évocations d'Hypatie, on a également évoqué à plusieurs reprises ce film, donc Agora, qui a Hypatie pour personnage principal en fait. C'est peut-être l'évocation publique qui rend le personnage le plus connu. Que pensez-vous de ce film en tant que chercheuse ? J'ai l'impression qu'il représente bien les grands aspects de la vie d'Hypatie, même si on a quelques petites différences historiques, mais globalement, elle n'est pas dénudée, elle n'est pas sexualisée, on lui invente quelques romances, évidemment, mais globalement, c'était assez respectueux de l'histoire. Oui, alors c'est un film qui a beaucoup travaillé sur les sources, au point même, je pense, de les mettre un peu toutes sur le même plan, c'est-à-dire que Amenabar a notamment fait sienne toutes les anecdotes de Damasius, sans forcément peut-être voir toujours l'aspect un petit peu ironique, mais il est vrai que c'est un film très intéressant du point de vue des sources, parce que la première scène, c'est Hypatie qui enseigne l'astronomie à son cercle de disciples, et on voit très très bien comment Hypatie pouvait enseigner à cette élite qui vivait à Alexandrie, et une grande partie du film est centrée sur le trauma qu'a représenté la destruction du Sérapéion, comme événement qui a un peu fait basculer la vie intellectuelle et idéologique à Alexandrie. Le choix de Rachel Weisz est très intéressant parce que finalement Hypatie n'est ni jeune ni vieille. Elle est dans un âge intermédiaire, en fait elle n'est pas datable. On a une Hypatie hiératique, très belle mais jamais provocatrice, très belle et très froide, ce qui à mon avis était peut-être le cas, très ancrée dans la défense de son célibat et de son paganisme.
mais une défense qui n'est jamais fanatique. C'est-à-dire que le film représente vraiment une femme de conviction, voilà, une femme de science et de conviction, qui, alors que le monde s'effondre autour d'elle, continue ses recherches. C'est-à-dire c'est vraiment ça le message qui est véhiculé par le film, c'est-à-dire qu'on voit, elle assiste à cette montée en puissance du christianisme, elle sait que le christianisme va l'emporter, elle le dit au reste, mais elle continue ses recherches parce que pour elle, ce qui est le plus important, c'est de continuer à faire des découvertes scientifiques. Voilà, il faut bien admettre que le film a eu aussi cette pudeur de ne pas mettre en scène la mort brutale, mais d'inventer une ellipse. Alors là, évidemment, une ellipse totalement inventée. Le film ne montre pas, prend le parti justement de montrer uniquement l'hypatie savante et non pas l'hypatie victime à travers une mort tragique. Donc plutôt un film qu'on recommanderait à nos auditeurs, à nos auditrices, en tout cas pour découvrir Hypatie en images. Voilà, qu'on peut recommander, et ce que je recommanderais aussi, peut-être de lire aussi les quelques témoignages que nous avons sur Hypatie pour mesurer un petit peu le travail qu'a fait le réalisateur d'utilisation de ces sources et comment il a réussi à créer une trame narrative tout à fait crédible à partir de sources réelles. En conclusion, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important qu'on continue de parler d'Hypatie aujourd'hui ? Alors, plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je pense également, comme ces membres du collectif Hypatie auquel j'appartiens, qu'il est important de continuer à encourager les femmes à faire de la science. Je pense que c'est un message qu'il faut continuer à faire passer, qu'il est important de promouvoir une place réelle des femmes dans la science et dans toutes les sciences. Donc ça, je pense que c'est tout à fait important, que ça véhicule aussi un message qui se centre sur l'importance de l'éducation, enfin, vraiment, c'est-à-dire qu'il faut continuer, au-delà des femmes, à éduquer et à promouvoir l'éducation sous toutes ses formes. Et également, il me semble que la figure d'Hypatie est une figure, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais de la tolérance. C'est-à-dire que Hypatie comptait des disciples aussi bien chrétiens que païens. Il me semble que s'il faut retenir quelque chose d'Hypatie, c'est peut-être aussi cette idée-là. Voilà, elle ne s'est pas mariée, elle a consacré cette vie à la science, mais une science ouverte à tous. C'est-à-dire qu'elle a peut-être refusé de s'enfermer dans une étiquette, dans une définition, pour promouvoir un enseignement que tous peuvent recevoir et intégrer. Donc voilà, il me semble que si cette figure est importante, c'est aussi pour ce message-là. Eh bien, on espère que son nom sera inscrit sur la Tour Eiffel, vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup Alexandra d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de La Nymphe et la Sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @La Nymphe et la Sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.